Les éléments émergents que l'on voit en termes de diagnostic et de classification, c'est l'apparition d'anomalies moléculaires sur certains gènes qui sont mutés spécifiquement dans les cellules de la maladie. Ça permet d'affiner des diagnostics et ça permet également, dans certains cas, d'avoir un impact sur ce qu'on peut attendre de certains traitements. En effet, de nouvelles techniques de biologie moléculaire ont fait leur apparition et permettent d'étudier les altérations des gènes dans les cellules myélodysplasiques. Ainsi, on a d'ores et déjà mis en évidence des mutations de certains gènes qui orientent vers un pronostic plus ou moins bon de la maladie. En 2009 ont été découvertes les mutations du gène TET2 qui sont fréquentes car apparaissent dans plus de 20% des myélodysplasies. Il y a des mutations de gènes type ASXL1, EZH2 à des pourcentages bien moindres mais qui ont un impact sur la survie des patients porteurs de ces mutations dans leurs cellules de moelle et bien sûr parfois dans les cellules de sang. De nouveaux espoirs pour les patients en échec d'érythropoïétine, avec des données rapportées au Grand Congrès américain d'hématologie. Des molécules récentes, favorisant comme le PO la fabrication des globules rouges, pourraient permettre de réduire la fréquence des transfusions chez ces patients. En outre, les résultats de certains protocoles du groupe francophone des myélodysplasies sont en cours d'analyse. Il y a donc une étude qui, donc l'association avec l'érythropoïétine et la Vidaza qui vient se terminer. C'était pour tester, d'un côté, est-ce que la Vidaza peut améliorer aussi l'anémie dans le faible risque et éventuellement de restaurer la réponse à l'érythropoïétine. Toujours chez les patients en échec d'érythropoïétine, une étude de l'association de l'EPO et du Revlimid, comparée au Revlimid seul, est en cours en France. Ce que nous cherchons à faire actuellement, c'est d'essayer de combiner à l'azacitidine de nouveaux médicaments pour essayer d'améliorer l'efficacité sans évidemment entraîner plus d'effets secondaires. En effet, en premier traitement chez les patients à haut risque, un certain nombre de molécules sont testées en association au Vidaza, c'est-à-dire l'azacitidine, et comparées au Vidaza seul. C'est le cas du Revlimid ou l'énalidomide, d'un antiépileptique, la dépakine, d'un nouvel anticancéreux agissant sur les gènes eux-mêmes, le Vorinostat, ou d'une autre chimiothérapie de type anthracycline utilisée dans la leucémie aiguë, l'idarubicine. En deuxième ligne de traitement, chez les patients ne répondant pas au traitement par Vidaza ou azacitidine, 2 essais sont en cours au sein du groupe francophone des myélodysplasies. Il y a un premier essai qui est donc l'erlotinib, qui est finalement un médicament qui vient de l'oncologie, du traitement du cancer du poumon. C'est un traitement qui se prend par la bouche et qui a relativement peu d'effets secondaires. Il y a un deuxième essai thérapeutique qui est donc une nouvelle molécule qui s'appelle la clofarabine. La clofarabine, c'est un médicament qui est enregistré pour le traitement de leucémie aiguë lymphoblastique du sujet jeune. Et le traitement peut se faire en ambulatoire, il est bien supporté, bien toléré. On a présenté donc les résultats au congrès de l'ASH aux États-Unis en décembre dernier. On est à un tiers de réponse à peu près des patients. On est dans une situation où il y a beaucoup de collaboration entre les différents groupes, beaucoup d'échanges notamment au niveau des données et c'est clairement au bénéfice du patient et l'implication du GFM là-dedans elle est totale parce que c'est vraiment notre but.